Salut, c'est Marc Harriman et bienvenue pour cette émission exceptionnelle sur Claude François est-il mort électrocuté dans sa salle de bain sur une applique qui bouge toute seule. Alors, c'est très intéressant cette histoire d'applique parce que existe-t-elle vraiment? Qui a remis en doute l'existence de cette applique? Je vais vous consacrer une émission entière sur une applique de salle de bain qui aurait tué Claude François, et ne riez pas, j'ai tellement d'informations à vous donner sur cette applique que j'aurai besoin au moins de 3 émissions pour aller au bout de l'histoire. C'est pour vous dire. Bonjour à la capitaine des Claudettes, bonjour Danny Borg, ça fait plaisir de te voir, tu me vois d'un peu plus près, j'ai un peu mieux réglé ma caméra, donc ça vous permet de me voir un peu mieux, parce que souvent ma caméra est mal réglée. J'ai donc une caméra HD, mais je m'enregistre en 680 lignes, c'est-à-dire le format vidéo des années 1980. Car je trouve le format plus télévision, tout simplement, et mieux, qui restitue mieux la réalité physique. Après tous ces nouveaux formats, je me méfie un peu parce que ça a tendance à faire des 3D surdimensionnés. Je suis Marc Harriman. J'ai consacré à Claude François diverses émissions passionnantes, très intéressantes sur sa mort. J'ai dédié toutes mes émissions à 2 enfants, les enfants de Claude François. Claude François Junior, qui est le fils aîné de Claude, et son deuxième fils, qui est Jean-Marc. Jean-Marc, qui est son second fils, et que j'aime aussi infiniment. Et ces 2 enfants comptent beaucoup pour moi, c'est pour ça que je leur dédie cette émission. Claude François est-il mort électrocuté dans sa salle de bain, et toute l'histoire qu'on vous raconte sur cette applique au-dessus du bain est-elle si réelle? Tout d'abord, il est important de préciser que l'émission commence maintenant. Alors bienvenue à tous. Force est de constater que dans la mort de Claude François, le premier élément important est une applique qui était au-dessus du bain. Une applique qui semble réelle dans le journal de sa mort, qui est loin d'être réelle dans les faits réels. Tout d'abord, le jour de la mort de Claude François, la sœur de Claude François s'étonne de l'existence d'une applique au-dessus de son bain. Et pourtant, elle possède les clés de son appartement. C'est une des très rares personnes à posséder un double des clés de son appartement. Nous savons que Kathleen, ce jour-là, avait conservé un double des clés et que Claude a été furieux et il lui a redemandé les clés de son appartement. Il n'a pas aimé qu'elle lui ait même caché l'existence de ce double de clés parce que Claude cache un peu d'argent à son appartement. Pas beaucoup, mais de quoi survivre en cas de pépin. La sœur de Claude François arrive à son domicile. On ne va pas donner d'heure exacte parce que personne n'est vraiment clair, même elle n'a pas été très claire sur l'heure. Nous savons que la mort de Claude François est très compliquée parce que le certificat de décès a été antidaté de 20 minutes et le pompier l'a expliqué, qu'il a antidaté de 20 minutes le certificat d'essai, mais 20 minutes avant, il s'est passé une chose aberrante dans la radio française, c'est que un pompier, 20 minutes encore avant, annonce que Claude François est déjà mort, 20 minutes avant le certificat de décès. En tout, 40 minutes inexplicables. Et ce pompier a même gagné un chèque de 500 francs. Le problème est qu'il travaille au SAMU de Paris et que annoncer la mort de Claude François alors qu'il était parfaitement en vie et au téléphone avec sa sœur et qu'il n'avait même pas pris de bain a laissé penser que Claude avait mis en scène sa mort, ce qui n'est, je vais vous dire franchement, qui n'est pas impossible en réalité. Il pourrait être vivant quelque part pour des raisons financières, surtout liées aux impôts, peur de la prison, peur des barreaux. Il pourrait avoir mis sa mort en scène et même son embaumement, un incroyable embaumement qui aurait pu ne pas avoir lieu comme on se l'imagine. Je vais vous expliquer tous les détails aussi de la partie de l'embaumement et nous allons commencer par l'embaumement. Tout d'abord, dans la mort de Claude François, il y a eu un doute s'il était réellement mort. En effet, certaines personnes ont contesté la mort de Claude François. Divers journalistes n'étaient pas trop contents d'apprendre que Claude serait mort ce jour-là, quand un pompier, 20 minutes avant le certificat de décès, annonce en pleine radio que Claude François est mort. Donc déjà, personne ne l'a cru, mais il a gagné un chèque de 500 francs. Ce pompier était-il dans une manigance complice de Claude François et a-t-il voulu, alors qu'il devait attendre une heure précise, se faire un petit chèque de 500 francs, en plus peut-être parce que Clo-Clo, la mise en scène de sa mort, payait mal. Peut-être qu'il a mal payé ses employés.
Dans une mise en scène de sa mort, ce n'est pas impossible car elle est effectivement confirmée par diverses personnes qui habitent en face de chez Clo-Clo, qui expliquent que tout de même il y a un truc bizarre dans la mort de Claude François. Des dizaines de policiers sont présents devant l'immeuble. Mais voilà, il n'y a aucun policier qui appartient à l'environnement, c'est-à-dire, on va dire, à l'endroit où vit Claude François, qui est dans le 16e. Vous savez que Paris est divisé d'arrondissements, 16e, 17e, bon, je ne vous apprends pas comment fonctionne Paris. Et certaines personnes qui sont en face, notamment des personnes âgées, se disent « Mais tu reconnais le gars qui est là, c'est qui? Et l'autre ?» Le problème est que le jour de la mort de Claude François, il n'y avait pas un seul policier que les gens étaient capables de connaître, identifier ou reconnaître. Ainsi, plusieurs personnes, et pas qu'une, fera la remarque étrange que aucun de ces policiers n'existe dans l'arrondissement en question, et que généralement quand il y a un accident, on voit toujours au moins 1 ou 2 policiers dans l'arrondissement. Pour comprendre ce qui se passe, les policiers du 16e ont reçu une étrange demande, qu'ils ne devaient pas être au domicile de Claude François, et ils ont été envoyés en mission dans d'autres endroits. Ainsi, alors qu'ils devaient faire leur ronde habituelle dans le 16e, ils étaient déportés dans d'autres arrondissements. Aberrance totale, aucun policier du 16e, alors qu'ils habitent en face de Claude François, était présent, et les gens ont vu des policiers totalement inconnus, qui pourraient être engagés, qui pourraient être des comédiens, des faux policiers, et c'est la rumeur qui va éclater que Claude François n'est pas mort, et que pour sa mise en scène, il a dû engager des faux policiers. Cette première rumeur arrive et sera ensuite légèrement démentie parce que le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a pris l'enquête et qu'il s'agit peut-être des policiers du président de la République. Mais néanmoins, je le dis aux 2 enfants de Claude François, on s'étonnera qu'il n'y avait aucun policier qui appartenait à l'arrondissement de Claude François. J'essaie toujours de bien l'articuler. J'ai tendance, comme les Américains, à manger les mots. Dans la mort de Claude François, nous allons parler aujourd'hui surtout de cette applique murale. On pourrait consacrer à cette applique au moins 3 émissions de 2 heures, tellement il y a de choses à dire sur cette applique murale. On va tout d'abord parler, si ça ne vous dérange pas, du disjoncteur. Claude François avait-il au 16e arrondissement, dans une propriété qui est une copropriété, c'est très très important de le dire, et qui est donc aux normes de sécurité de l'époque. Les normes de sécurité de l'époque sont obligatoires, et Claude François ne peut pas se déroguer aux normes de sécurité qui sont imposées par la copropriété. Claude François, contrairement à ce qu'il a dit, n'est pas tout à fait le propriétaire du 46 boulevard Exelmans. Et après sa mort, son appartement sera revendu. Il est, c'est vrai, un propriétaire d'un joli appartement qu'il a acheté pour une bouchée de pain, parce que la propriétaire s'était suicidée dedans, et c'est le propriétaire qui l'a vendu pour pas grand-chose. Force est de constater, et je le redis encore une fois parce que c'est important, que cette applique n'est pas très très claire dans ce scénario. C'est vrai que Claude François n'avait pas de disjoncteur. Le disjoncteur, c'est quoi? Le disjoncteur ne protège pas votre vie. Et je le dis à la capitaine des Claudettes, comme aux enfants de Claude François, un disjoncteur est une sorte de super gadget, c'est un mécanisme qui ne protège pas votre vie, mais qui protège les plombs de votre maison. Et dans la mort de Claude François, avait-il besoin d'un disjoncteur? Contrairement à ce que vous pouvez penser, parce que vous êtes de la jeune génération, pour certains peut-être des enfants ou des jeunes adolescents, il fut une époque où le disjoncteur n'existait pas. Mais je vous rassure, la sécurité était optimum sans aucun disjoncteur. Mais comment alors? À l'époque, dans l'hôtellerie notamment, on utilise pour les prises de courant des petits plombs qui sont cachés à l'intérieur des prises de courant. On utilise aussi des raccords et des plombs de sécurité qui sont cachés dans les murs des appartements ou qui sont cachés dans les intersections menant au compteur électrique. Cela évite des incendies. Mais c'est vrai que
Après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir des millions de plombs qui vont exploser et les gens en avaient marre d'aller au bazar s'acheter des plombs. Alors, celui qui a inventé le disjoncteur a sauvé le monde parce que le disjoncteur ne protège pas votre vie. Le disjoncteur protège les plombs de votre maison. Il va disjoncter et protéger les plombs pour pas qu'ils grillent, tout simplement. Parce que quand le disjoncteur n'existait pas, les plombs des appartements grillaient par millions à travers le monde. Et celui qui a inventé le disjoncteur a surtout inventé une protection pour les plombs. Ça ne protège pas vraiment votre vie, même si de temps en temps c'est vrai qu'un disjoncteur peut intervenir pour protéger votre existence. Si Claude François ne possède pas de disjoncteur, il a quelque chose qui est comparable. Et c'est très étrange parce que quand le tribunal a instruit toute cette enquête sur la mort de Claude François, aucun juge n'a posé la question Claude François n'a pas de disjoncteur. Bon, il ne pouvait pas le savoir parce qu'il n'existait pas à l'époque, mais avait-il des plombs de sécurité, c'est-à-dire des fusibles? Quand je dis des plombs, c'est des fusibles, hein, je précise, de sécurité, comme les hôtels. Il y a des fusibles dans les prises. Vous allez me dire comment ça? Oui, toutes les anciennes installations ont un fusible qui est obligatoire. Même les assureurs le demandent. Vous devez mettre dans votre prise murale un fusible. Ce fusible sert à quoi? Si jamais les deux polarités se rencontrent de l'électricité, les deux fils, le fusible éclate. Et par millions, des fusibles ont éclaté par millions. Et c'était justement ça le gros problème, c'est que le disjoncteur a apporté quelque chose de nouveau en France, en Europe et même dans le monde. Si Claude François n'a pas, à son domicile parisien, au 16e arrondissement, il n'a pas de disjoncteur, il est soumis à une obligation de copropriété d'avoir des fusibles, et dans les prises de courant, et dans les murs, dans certaines intersections des murs, et des fusibles qui se rapprochent aussi du compteur électrique. Dans le cas où les deux polarités se rencontrent, même si une personne s'électrocute, car quand il s'électrocute, il va rejoindre les deux polarités, et comme le corps est conducteur d'électricité, il est conducteur aussi de la polarité. Et cette polarité, automatiquement, va brûler le fusible de sécurité. Ainsi, la mort de Claude François, comme on nous la raconte, ne peut pas avoir existé. Car les témoins qui ont inventé sa mort de toutes pièces ignoraient l'existence de la copropriété du boulevard Exelmans et des plombs de sécurité conformes à la copropriété. Claude François avait des plombs dans ses prises, dans certains murs et aussi dans certaines intersections des murs. Dans l'histoire de l'électrocution, on note quelques aberrances. Et je me permets, dans cette enquête que je vous livre, surtout pour les enfants de Claude François, qui vont voir cette vidéo avant vous, de vous expliquer en quoi la version de Kathleen, et même de la sœur de Claude François, pose un énorme problème. Un énorme problème comme vous ne pouvez pas vous imaginer. La sœur de Claude François, que j'aime infiniment et qu'elle se rassure, mais dont je ne partage pas son opinion. Elle a des opinions qui sont arrêtées, arriérées, d'une personne qui a vécu dans un temps où elle n'a pas forcément réfléchi à tout. Et dans la vie, l'important, c'est de réfléchir à tout. Marie-Josée François, que tout le monde appelle Josette, explique, et Kathleen aussi l'a expliqué dans sa version, qu'il existait un fil qui touchait derrière l'applique. Donc un fil touchait derrière l'applique murale de salle de bain. C'est leur version. Force est de constater que la version qu'ils nous donnent est une version très précise. Imaginez quand même le scénario, un seul fil, et pas deux, touchait derrière l'applique. Bon, déjà pour aller voir derrière une applique qui est vissée sur un mur, qu'il y a un fil qui toucherait derrière l'applique, c'est déjà énorme. Mais en plus, dans le rapport de police, il existe une applique qui a été retrouvée non pas sur le mur, mais sur le sol. Et le tribunal n'a constaté aucun fil qui serait fondu sur l'applique, pouvant attester l'existence d'un fil collé derrière une applique. Alors Kathleen nous raconte une histoire qu'il existait un fil derrière l'applique. On s'étonnera
quand elle explique dans la même histoire avoir arraché le corps de Claude François de cette applique et qu'il est tombé à la renverse dans la salle de bain et que l'applique est tombée dans la salle de bain. La police a effectivement présenté une applique. On va y revenir. Le problème de cette applique, c'est que quand les gens arrivent à l'appartement de Claude François, force est de constater que cette applique est loin d'être réelle. Certaines personnes se posent la question, quand ils vont voir Claude François qui était allongé sur son lit, elle est où l'applique qui l'a tué? Et la réponse de certains policiers est choquante. Oh, elle était là il y a 15 minutes, mais elle n'est plus là. On a dû l'emporter pour l'enquête. On sera étonné que l'applique a été emportée pour l'enquête, et écoutez bien, alors qu'en réalité, le procureur avait ordonné des scellés de la salle de bain, et que le tribunal a confirmé l'existence de scellés interdisant tout déplacement d'objets ou de choses de cette salle de bain en dehors. Ainsi, la salle de bain s'est retrouvée sous scellé du tribunal, du procureur de la République et de la police. Mais voilà que la police raconte aux témoins qui sont autour de Claude François qu'ils ont emporté l'applique, alors qu'elle fait partie de scellés juridiques. Un gros problème tout de même, vous en constaterez. La chose qui aurait tué Claude François sortie de ces scellés. C'est pas grave, c'est un détail, on sait que les flics, c'est pas évident quand ils font une enquête. Je veux dire que Louis de Funès les a parodiés, mais à cette époque, il y avait de quoi de les parodier. Mais le détail que dit Kathleen, dans sa version, qu'il y avait un seul fil qui touchait derrière l'applique, ce fil qui n'a jamais été confirmé ni par le tribunal, ni par la police, ni même par le groupe d'enquête, qui n'a jamais constaté l'existence d'un fil caché, collé, ou qui aurait fondu sur une applique. Autre problème. Kathleen donne des détails très précis. Derrière l'applique, explique-t-elle, il y avait un seul fil. Heureusement, je vous rassure, je ne suis pas l'inspecteur Colombo. Je prétends pas être Peter Falk, mais il est clair que si Colombo avait enfilé son impair, il aurait alors dit à Kathleen ceci. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous expliquez qu'un fil touchait derrière l'applique. Personne ne peut le savoir, sauf une personne qui aurait voulu délibérément assassiner Claude François. Car seul un assassin pourrait savoir qu'un fil touchait derrière l'applique, s'il l'avait mis lui-même. Mais je ne suis pas Colombo. Je vais donc enlever cet impair qui me va mal. Et je vous laisse voir les épisodes merveilleux de Colombo qui sont joués par un immense acteur, Peter Falk. Revenons à la mort de Claude François. Cette histoire d'un fil qui touche derrière l'applique est déjà énorme. C'est une précision chirurgicale. N'ayons pas peur des mots, je vous parle d'une précision chirurgicale. On nous parle d'un fil collé derrière une applique. C'est énorme l'histoire. Mais je rappelle à Kathleen que pour s'électrocuter, eh bien, la légende à l'époque n'expliquait pas, la légende urbaine n'expliquait pas que pour mourir sur une applique de salle de bain, vous ne pouvez pas le faire avec un fil. Vous avez besoin de 2 fils pour vous électrocuter. Beaucoup de gens encore en France ignorent, et je le dis à la capitaine des Claudettes, bonjour Danny Borg, heureux de te parler en direct sur YouTube, et j'espère que tu es là avec ta fille, paraît qu'elle a une enfant, de 60 ans, elle paraît jeune la capitaine, on lui donne combien, 50 ans, bref. On sera tout de même un petit peu étonné de la version de Kathleen, de l'existence d'un fil. Je rappelle donc à la capitaine des Claudettes, à Danny Borg et aux enfants de Claude François, que pour vous électrocuter, vous avez besoin de 2 fils. Et Claude François, pour s'électrocuter sur son applique, n'a pas besoin d'un fil, il a besoin des 2. En effet, c'est l'électrocution, même avec une prise de courant, se fait avec 2 fils. Vous pouvez dévisser votre prise de courant, mais ne le faites pas, je parle surtout aux enfants, ne faites jamais ça. Vous pouvez toucher un fil séparément, vous ne vous électrocuterez jamais. Mais visiblement, la personne qui a parlé de la mort de Claude François
ignorait que pour s'électrocuter, un fil n'est pas suffisant et que vous en avez besoin de 2. Mais cela laisserait donc penser que Kathleen n'a pas tué Claude François, car si elle l'avait tué, elle ne parlerait pas d'un fil, mais de 2 fils. Mais cela nous laisse penser, évidemment, que l'histoire qu'elle raconte est une fiction, une histoire qui n'a jamais eu lieu, car pour s'électrocuter, Claude François a besoin de 2 fils et pas d'un seul. On ne peut pas s'électrocuter avec un fil, demander à un électricien. Professionnel, on ne peut pas. Heureusement d'ailleurs. C'est pour ça que le disjoncteur sert, si vous voulez, à quelque chose, mais pas tant que cela. À l'époque, l'applique de salle de bain de Claude François, comme toute son installation, est reliée à des fusibles et des plombs de sécurité, parfois cachés dans les prises de courant ou dans les murs. Claude François est un peu maniaque, mais surtout, il est perfectionniste. Il n'a pas peur pour sa vie. Non, quand il parle de l'électricité, car il en parle souvent, il s'exprimait auprès de Myriam, une fan, qui quelques jours avant a été très étonnée des déclarations de Claude François. Une semaine avant, Claude François explique une chose qu'il avait déjà expliquée plusieurs fois à Myriam. Tu sais, Myriam, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est les mains mouillées, toucher un culot d'ampoule électrique. Parce qu'on peut s'électrocuter et on peut en mourir. Voilà la déclaration que fait une semaine avant sa mort Claude François à une fan, Myriam. Myriam qui avait monté un fan club, c'est pas rien un fan club. Myriam qui est connue par Sylvie Mathurin, qui est connue, je pense, par Danny Borg, avait monté tout un fan club. Et Myriam nous explique qu'à plusieurs reprises, Claude François lui a parlé que c'est dangereux de toucher les mains mouillées à un objet possédant de l'électricité. Un culot d'une ampoule, par exemple, peut en effet électrocuter quelqu'un puisqu'il possède les 2 fils très très proches. Encore faut-il qu'ils soient un peu dénudés, un peu décalés, que les 2 fassent contact, etc. et qu'il n'y ait pas de sécurité. Myriam avait trouvé les confidences de Claude une semaine avant sa mort tout à fait étranges. Elle explique, parce qu'elle a expliqué que Claude lui avait fait plusieurs fois la même remarque, qu'on pouvait s'électrocuter et mourir comme ça. Étrange, il parle plusieurs fois d'une mort par électrocution. A-t-il voulu donner un message à Myriam ? Un message avant sa mort et préparer un peu son entourage. Vous inquiétez pas, tout ça est faux. En réalité, je ne suis pas si mort que ça, mais je vous donne quelques indices pour vous aider à comprendre le scénario. Possible que Claude ait un peu parlé de ça, car il préparait quelque chose justement lié à une électrocution. Mais on ne va pas essayer d'imaginer un scénario romanesque, rambolesque ou de polar de cinéma. Revenons aux faits réels, ça sera beaucoup mieux. Kathleen nous parle d'un fil qui touchait derrière l'applique. Nous savons que c'est impossible. Pour s'électrocuter, vous avez besoin de 2 fils. Et si le corps n'est pas en contact avec les 2, vous ne pouvez pas vous électrocuter, même dans une salle de bain. Mais la deuxième chose incohérente dans le témoignage de Kathleen est que 2 doigts étaient collés sur l'applique et qu'elle a extrait Claude François en l'attrapant par les poumons et en tirant de toutes ses forces. Et alors qu'il avait 2 doigts collés sur l'applique serait restée collée sur ses doigts. Et elle se serait arrachée du mur. Je rappelle à Kathleen les faits réels. Selon ton témoignage, Kathleen, Claude François n'a pas attrapé l'applique en la serrant dans sa main. S'il l'avait serrée dans sa main, si tu l'extrais, il peut l'arracher, évidemment, puisqu'il peut l'arracher, puisque toute sa main l'agrippe. Mais je rappelle, Kathleen, ta déclaration. Il n'a jamais serré une applique dans ses mains. Il a juste touché le rebord de l'applique, où ses doigts sont restés collés. On aura du mal donc à croire que ce qu'elle nous raconte est vrai, que en extrayant le corps de Claude François, l'applique serait comme par magie restée collée à ses doigts et se serait même arrachée du mur. Eh bien, si elle était si fragile, si peu vissée dans le mur, et si 2 simples doigts qui la touchaient, c'est-à-dire de la chair et de la peau, sont capables d'arracher une applique, car quand la chair est arrachée, l'applique se détache, ou quand le courant n'est plus en liaison.
On sera donc étonné qu'on soit en mesure d'arracher une applique avec 2 doigts, simplement qu'il serait collé dessus et que l'applique, comme par magie, l'applique murale va s'arracher du mur. Ça, évidemment, c'est assez rocambolesque, et d'ailleurs, tout le témoignage de Kathleen est comme cela. On pourrait se poser la question, comment a-t-elle fait pour extraire le corps de Claude François avec une paire de sabots de bois, car attention, le scénario est hard. Elle nous explique, la future femme de Claude François, dont nous savons par Jacques Harvey que Claude n'était plus avec elle, elle nous explique qu'elle avait une paire de sabots de bois et qu'elle était isolée. C'est pas impossible. Mais on se posera la question, comment a-t-elle fait pour extraire un corps dans une salle de bain dans des sabots de bois qui sont très peu confortables? Avez-vous déjà essayé d'extraire quelqu'un avec une paire de sabots de bois? C'est pas gagné pour y arriver. Et le scénario qu'on nous présente est peu crédible. Si Kathleen avait une paire de tennis, qu'elle avait attrapé Claude François, qu'elle avait extrait avec une paire de tennis, elle a de quoi s'agripper sur le sol. Mais ces sabots de bois n'ont pas la capacité d'une paire de tennis, où la chaussure serait entièrement fermée et donnerait tous les appuis nécessaires pour extraire un corps. Ainsi, on est étonné qu'elle ait réussi à extraire Claude François, à arracher une applique avec une paire de sabots de bois peu stable sur un sol. Vous savez, même pour marcher avec une paire de sabots de bois, c'est pas gagné. Parfois, vos sabots se détachent de vos pieds, même en marchant. Mais c'est sa version, elle était isolée dans une paire de sabots de bois qu'on porterait plutôt à la campagne, dans un jardin, mais pas dans un appartement du 16e. Là encore, étrange que Kathleen porte une paire de sabots de bois dans un appartement du 16e. Si encore elle était dans une ferme au milieu de moutons, de chèvres ou de vaches. Qu'elle porte une paire de sabots à la campagne paraît logique. Mais une paire de sabots de bois dans un appartement du 16e où quand on marche ça fait du bruit et que les voisins avaient déjà porté plus ou moins plainte contre Claude François en disant arrêtez de faire du bruit. Certes, son appartement est malgré tout isolé du bruit. Ce qui rend peu crédible alors le témoignage de son attaché de presse, qui explique de la terrasse avoir entendu un cri d'un appartement tout de même, un étage en dessous et complètement insonorisé. Forte, l'attaché de presse, d'entendre une voix tout en haut de l'immeuble, et cette voix proviendrait en plus d'une salle de bain qui est elle-même insonorisée, ainsi que tout l'appartement. Écoutez, on nous présente une histoire surtout à dormir debout, comme cette histoire de un fil qui toucherait l'applique, et donc l'autre se serait électrocuté. Je le rappelle, c'est très important. Pour vous électrocuter, vous ne pouvez pas le faire avec un fil. Vous avez besoin de 2 fils. Mais surtout, Claude François possédait, et c'est très très important de le dire, je vais mettre mon micro à ce niveau-là, il possédait des plombs de sécurité. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Claude ne s'inquiétait pas pour sa vie. Non, il s'inquiétait surtout pour son matériel de musique. Claude François s'en fout de sa vie. Oh, il peut s'électrocuter, ça ne le dérange pas beaucoup. Lui, il n'est jamais inquiet. Par contre, attention. Claude, il y a une chose qui l'inquiète. C'est sa voiture, son matos de scène, ses micros, sa chaîne hi-fi. Oh là 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 là, il faut que tout ça soit... Je dis il faut. Ça va se traduire par quelque chose de faux. Donc je vais vous expliquer mieux la traduction, car que le Google Traducteur ne peut pas traduire, et si vous êtes américain, vous allez lire les sous-titres. Donc, je ne vais pas dire il faut, il devait, comme ça sera mieux traduire, il devait donc faire en sorte que sa chaîne hi-fi soit protégée. Car Claude François a une manie, il protège sa chaîne hi-fi. Ainsi, il avait fait placer des plombs dans les prises de courant, dans les murs, dans les intersections des murs, et si sa chaîne hi-fi avait 2 fils qui se touchent, le plomb sautait. Les disjoncteurs n'existaient pas, il n'avait pas le choix. Ainsi, quand on nous dit que Claude François s'est électrocuté dans son bain, je vous dirais, c'est une histoire qui est montée de toutes pièces, qui a été montée par des gens qui ne savaient pas qu'il existait des plombs de sécurité et que ces plombs empêchent toute électrocution d'une personne. Impossible de s'électrocuter avec ces plombs. Totalement impossible.
Mais quand le tribunal instruit le dossier, aucun juge n'est électricien et pose la question. Y avait-il des plombs de sécurité comme dans les hôtels? On trouve ces plombs dans tous les hôtels. Et on parle souvent de Claude François, de son hôtel particulier. Alors que le tribunal avait mis une ordonnance très précise de ne jamais remonter l'applique sur un mur, par précaution, par prudence, aussi par respect, puisque selon la version officielle, cette applique aurait tué Claude François, voilà que la police désobéit au tribunal. Les policiers vont désobéir à un ordre du tribunal, vont se donner rendez-vous avec la famille François à l'hôtel particulier de Claude et vont remonter cette applique qui a tué Claude François sur un mur. On sera étonné que la police française ait remonté cette applique sur un mur, eux qui ne sont pas électriciens et dont nous pouvons savoir d'une façon formelle qu'ils l'ont faite. Nous pouvons même le prouver d'une façon absolue. L'applique s'est retrouvée, et d'ailleurs Fabien Lecoeuvre l'a dit, s'est retrouvée à l'hôtel particulier, remontée sur un mur. Vous me direz, mais pourquoi une applique qui a tué Claude est-elle remontée sur un mur? Je vous dirai parce que cette applique n'a jamais tué personne. Et comme elle n'a jamais tué personne, il était tout naturel que la police désobéisse au tribunal et remonte cette applique. Pourquoi ont-ils désobéi à un tribunal? Tout simplement parce que la police a emprunté cette applique et qu'elle n'a jamais existé sur place. Puisque quand les personnes arrivent, les policiers expliquent malgré des scellés que cette applique n'est plus présente dans la salle de bain. Mais l'a-t-elle même été au moment de l'électrocution, quand nous voyons que dans toutes les photos que Claude François a prises, il n'existe pas d'applique, quand nous savons par le livre de Jacques Harvey que 3 jours avant sa mort, Jacques Harvey explique qu'il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain, et il pense qu'il y a eu une erreur nationale dans la presse, dans la télévision, et que c'était difficile de corriger l'erreur après. Selon Jacques Harvey, il croit à l'électrocution de Claude François, mais il explique pour lui que Claude François s'est électrocuté devant son lavabo. Il n'était donc plus dans sa baignoire, il est sorti, s'est mis devant le lavabo, s'est peut-être rafraîchi un peu le visage, s'est essuyé, il a touché à l'applique à droite ou à gauche du lavabo et s'est électrocuté. Il explique, Jacques Harvey, qu'il n'y a que cette possibilité parce que 3 jours avant la mort de Claude, il n'y a pas d'applique au-dessus du bain. Un journaliste qui a fait un livre et qui a contesté la mort de Claude François, il l'a contesté, expliquant que c'est aberrant, cette histoire que Claude serait mort dans son bain avec une applique. Il ne comprend pas cette version. Il était 3 jours avant la mort de Claude, en présence de Claude chez lui. Il avait vu cette salle de bain, il l'avait visitée, parce que les gens allaient tout simplement faire pipi ou se rafraîchir à la salle de bain. Et donc, en allant se rafraîchir, parce que Jacques transpirait beaucoup, il donnait des interviews, tout ça, justement, il avait plusieurs interviews avec Claude, justement 3 jours avant sa mort, et après c'était prévu de se revoir pour d'autres interviews. Mais Jacques Harvey explique, il n'y a pas d'applique au-dessus du bain, il est formel, il ne comprend pas ce scénario dans la presse, Claude François est mort par une applique au-dessus de son bain. Il dit, il y a eu une erreur quelque part. 3 jours avant sa mort, Jacques Harvey se trouve dans la salle de bain de Claude François. Il explique que dans cette salle de bain, il n'y avait que 2 appliques, à droite et à gauche du lavabo. Alors c'est quoi cette applique qui a été sortie des scellés de police et dont la police se permet, contre un avis du tribunal, d'aller la mettre sur un mur? On nage dans le polar américain, dans les films américains, on nage dans un polar total. La mort de Claude François, c'est un roman policier, car là, c'est pas très clair. Que la police désobéisse à un ordre du tribunal. Le tribunal l'a dit. Cette applique devra jamais être remontée sur un mur. Et voilà que la police française fait tout le contraire. Ils se rendent à l'hôtel particulier, rencontrent la famille de Claude François. Cette famille qui envoie une petite lettre en disant on aimerait bien récupérer l'applique de Claude. Oui, ils désirent la récupérer, cette applique, mais pour la remonter sur un mur. Qui irait remonter une applique qui a tué quelqu'un sur un mur? Je ne sais pas si moi, Danny Borg vivait chez moi, par exemple, la capitaine des Claudettes, si dans ma salle de bain elle s'électrocutait et qu'elle mourrait, j'irais pas demander de récupérer mon applique pour la remonter, non pas dans ma salle de bain, mais dans une autre pièce de ma maison.
sachant qu'elle a tué par exemple la capitaine des Claudettes. Je ne ferai jamais ça. Personne ne ferait jamais ça. Alors pourquoi la police française a-t-elle désobéi à un ordre du tribunal et s'est-elle permis comme ça de remonter une applique qui aurait tué quelqu'un sur un mur? Vous comprenez qu'il y a tout de même des problèmes dans la mort de Claude François qui sont pas clairs, même du côté des poulets. Alors je les appelle des poulets, c'est pas très respectueux, mais vous savez pourquoi on les appelle des poulets? Beaucoup de gens l'ignorent, parce qu'un poulet a une toute petite tête. Mais surtout un poulet court très très vite. Voilà pourquoi on les appelle des poulets, parce qu'ils courent très vite et ils ont des petites têtes. Le moins qu'on puisse dire, c'est aller remonter sur un mur une applique qui a tué un homme, pour que tout le monde la voie en passant devant, même ses enfants, aller risquer qu'un jour cette applique tue quelqu'un d'autre, aller contre le rapport d'un tribunal et de juges. On voit bien que la mort de Claude François, c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté, et que les flics en savaient très long sur l'affaire. Très long, puisque c'est la police française qui va découvrir une note qui sera cachée par la police et jamais rendue publique. Dans cette note de service, Claude François annonçait quelques jours avant sa mort. Il dit « Je suis victime d'un quiproquo. Tout le monde raconte que j'ai une applique au-dessus de mon bain. » Et il envoie une note à Martine, expliquant à Martine « Mais c'est la dernière fois que je le dis. Avez-vous visité ma salle de bain ? Les gens qui sont entrés dans ma salle de bain peuvent dire qu'il n'y a jamais eu d'applique. Pourquoi il y a ce quiproquo ? » Et il demande dans cette note que s'arrête cette affaire de quiproquo. Cette note de service était entre les mains de la police et n'a jamais été rendue publique et a été extraite. Elle n'est plus aujourd'hui entre les mains de Fabien Lecoeuvre. Mais Fabien Lecoeuvre possède une autre note de service où Claude François se plaint déjà du problème, expliquant qu'il a un problème électrique à la maison pour le four et le grille-pain. Mais il ne parle pas d'une salle de bain. Il n'y a rien sur une salle de bain, ni dans la première note, ni dans la deuxième. La seule chose qui est dit dans la deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'applique au-dessus de son bain, ça c'est dit, mais il n'y a rien en ce qui concerne une réparation électrique dans une salle de bain. Quand l'électricien se présente chez Claude François pour réparer sa salle de bain, il cogne à sa porte. 15 jours ou 3 semaines avant sa mort, il cogne. Il cogne, il attend qu'on lui ouvre pour réparer une salle de bain. Claude n'ouvrira jamais sa porte. Et pourtant, il est dans son lit et a dû forcément entendre les lourds coups dans la porte de l'électricien. En effet, il n'ouvre pas la porte car il n'a pas de panne d'électricité dans sa salle de bain. Et il trouve cela aberrant encore qu'on le dérange. Et d'ailleurs, suite à cela, le fait qu'un électricien l'a dérangé alors qu'il n'a rien dans la salle de bain, il va écrire la deuxième note de service qui tombera entre les mains de la police. Mais ce qui est important, c'est pas cette note de service. Parce que après tout, elle a fait partie de la police a dissimulé certaines choses. Ce qui est important, c'est d'aller en profondeur sur la police de Paris et toutes les aberrations qu'il raconte sur la mort de Claude François. Tout d'abord, le jour de la mort de Claude François, 3 photos officielles de sa mort sont prises par les enquêteurs de la police de Paris. Ces 3 photos sont censées montrer Claude François mort. Quoique, sur ces photos, on a l'impression qu'il dort. C'est pas très convaincant qu'il est mort. C'est tellement peu convaincant que ces photos ne paraîtront jamais dans la presse. Non, on a l'impression qu'il dormait, un peu comme les photos de François Mitterrand, où il aura été révélé que François Mitterrand n'était même pas mort quand il a pris ces photos. Les photos de Claude François, les 3 photos qui sont prises par les enquêteurs, vont disparaître du dossier d'enquête de Paris. La plupart des policiers ont emporté ces photographies qui font partie d'une enquête. 2 photos ont complètement disparu, sans doute sont-elles chez des collectionneurs privés, qui les ont rachetées pour peut-être éviter de les voir paraître dans la presse ou avoir l'exclusivité de la dernière photo de Claude. Mais un policier, un retraité, est parti avec la dernière photo qui existait. Il a dit d'ailleurs dans les journaux qu'il ne voulait pas faire paraître cette photo parce que ça le gênait. On sera tout de même étonné qu'un retraité de la police prenne une photo de mort de Claude François et l'emporte, et que sa hiérarchie, celle ministérielle, ne l'ait pas rappelé à l'ordre, en disant « vous volez
un bien qui appartient à la police dans une enquête, vous l'avez volé cette photo, car vous n'avez pas le droit de la sortir d'une enquête, même s'il est mort depuis tant d'années, vous ramenez cette photo dans le coffre où vous l'avez prise. Parce que cette photo, ce policier peut en tirer 50 000 euros aux enchères dans une vente privée ou pour un journaliste. C'est du vol qui peut lui servir à arrondir ses fins de mois un jour. Il serait quand même beaucoup plus normal que cette photo soit entre les mains de son enfant, Claude François Junior. Qu'il ait la photo de son papa, qu'il puisse au moins le voir une dernière fois, quelques heures, après qu'il ait appris la mort de son père. Mais c'est quelques heures avant que la photo ait eu lieu, bien sûr. Alors, ce qui est très... Vous allez dire, tu t'embrouilles, Marc. Oui, c'est la fin de l'émission, je m'embrouille. Mais on aura compris le sens de ce que je veux dire. Mais ce qui est important, c'est ce fil qui touchait derrière l'applique. Pour vous électrocuter, vous avez besoin de 2 fils. Et seul un assassin serait capable de dire qu'il y avait un fil qui collait derrière l'applique. Mais on imagine mal aussi qu'Kathleen qu'elle ait besoin de tuer Claude, ça n'aurait aucun sens. Non, moi je ne dis pas qu'elle l'a assassiné. Non, je suis plus intelligent que ça. Moi j'explique que la mort de Claude François est un copier-coller de l'accident du frère de Kathleen. Plusieurs mois avant l'accident de Claude, le frère de Kathleen, lui aussi, est dans sa salle de bain. Lui aussi voit un objet bouger tout seul, lui aussi les mains mouillées et tout nu, il le touche, s'électrocute. Le frère de Kathleen sera paraplégique à vie en fauteuil roulant. Mais Claude François va avoir la même électrocution identique, sauf que lui, il serait mort. Entre guillemets, il serait mort. Entre guillemets, puisque nous savons qu'un pompier a annoncé la mort de Claude François 20 minutes avant le certificat de décès. Donc il est mort, oui, enfin il est mort. Si seulement même sa mort était vraie, on n'en est pas sûr, tellement que l'affaire est confuse. L'électrocution de Claude François est passionnante et nous allons maintenant aborder le chapitre de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing apprend sur le téléphone rouge nucléaire que Claude François est mort. Il croit à une blague car c'est un petit enfant qui lui téléphone. Mais ce petit enfant pourrait être Anémone, la femme du président qui est l'amie personnelle de Claude et qui a envie de savoir comment est mort Claude. Valéry Giscard d'Estaing ne veut pas prendre cette enquête sur la mort de Claude François. Il a d'autres choses à faire, on est en pleine période politique, et c'est là que sa femme Anémone insiste. Mais prends l'enquête. Comment est mort Claude? Je veux savoir exactement comment il est mort. On nous parle d'une électrocution, c'est louche. Je veux savoir exactement comment il est mort, explique Anémone. Valéry Giscard d'Estaing adore sa femme, il aime par-dessus tout au monde. Et comme sa femme est la meilleure amie de Claude François, il va accepter de prendre l'enquête alors que ce n'est pas son rôle, il est président de la République. Il n'a pas à se mêler des affaires d'accidents qui arrivent chaque jour dans toutes les propriétés. Il y a un petit accident, quelqu'un qui se coupe une main avec une tondeuse, enfin j'exagère un peu et ne riez pas, mais bon bref. Quand Valéry Giscard d'Estaing prend l'enquête, au bout d'un moment, on lui fait tout un rapport d'enquête, bon, et puis au bout d'un moment, il y a la main qui se tape sur son épaule. Et Anémone lui dit « Demande une autopsie de Claude François. Je veux savoir comment il est mort, ça ne m'intéresse pas d'entendre tout ça. » Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, explique aux policiers qui sont sur place « Vous allez voir la famille de Claude François et vous expliquer que nous allons faire une autopsie de son corps pour... » on va dire pas évaluer, mais pour savoir d'une façon exacte de quoi il est mort, si c'est d'une électrocution ou d'autre chose. Demandez à la famille François s'ils sont d'accord pour l'autopsie. S'ils refusent, alors on ne fera pas d'autopsie. Les policiers vont donc alors demander à la famille François une autopsie du corps de Claude François, et la famille François refuse l'autopsie. Ils acceptent un embaumement de Claude François quelques heures plus tard, mais refusent l'autopsie. La différence qu'il y a entre une autopsie et un embaumement est énorme. Sur une autopsie, on va prélever le sang pour savoir s'il y a eu de la drogue. Ça peut être un médicament, simplement. Quand on vous dit de drogue, on vous parle de médicaments. Claude François abusait de médicaments et les médecins ne voulaient plus lui prescrire d'ordonnance. Il était donc passé par Sylvie Mathurin qui lui fournissait ses médicaments car il abusait trop, plus personne voulait s'occuper de Claude François, même le médecin. Un de ses médecins principaux a refusé de se déplacer le jour de la mort.
Il explique, je pense que c'est Marie-Thérèse, il explique si Claude François a un problème à la voix, qu'il se repose, qu'il se repose le week-end, je peux pas le samedi, explique-t-il, arrêter mes consultations, me déplacer chez Claude pour un problème à la voix, il a tout le temps des problèmes à la voix, Claude François. On sera étonné que Marie-Thérèse au téléphone explique à son docteur personnel, il avait plusieurs médecins, le docteur Elbaz et un autre dont je n'ai pas le droit de vous donner son nom. Je peux vous donner son nom, mais je n'ai pas le droit de le faire. Mais Marie-Thérèse sait de qui je parle. Ce médecin qui est au téléphone avec Marie-Thérèse refuse de se déplacer. Il refuse, il estime que Claude François a toujours des problèmes à la voix. Ce qui est très étonnant, c'est que Marie-Thérèse ou quelqu'un d'autre qui a téléphoné et qui parlait parfaitement français ne parle pas d'une électrocution dans une salle de bain. L'urgence en question pour faire venir un docteur, c'est un problème vocal. Claude François se plaint depuis un petit moment, une vingtaine de minutes, qu'il a un problème à la gorge. Et non, il n'est pas électrocuté. Non, il a pris des médicaments, visiblement, et il commence à avoir un problème cardiaque. Et donc, il s'étouffe. Il a un raillement dans la gorge, il se passe des choses. Le médecin refuse. Il explique qu'il ne peut pas se déranger pour soigner Claude François à son domicile, parce qu'il le fait tout le temps, et parce que Claude le fait, c'est-à-dire qu'il faisait déplacer ses médecins, mais pour un rien parfois, et parfois pour des choses très graves. Puisque le docteur Elbaz, le jour de la mort, explique « J'arrivais à chaque fois à temps pour sauver la vie de Claude François dans son appartement, mais ce jour-là, je suis arrivé trop tard, il est mort. » Bon, je l'ai déjà expliqué, Claude ne s'électrocutait pas tous les jours dans son bain, mais il avait des problèmes d'overdose médicamenteuse. Et donc le docteur Elbaz venait souvent à l'appartement pour réguler ces overdoses médicamenteuses qui étaient 3 fois rien, et il abusait d'antidouleurs, par exemple, car il souffrait d'un ulcère à l'estomac et il prenait des quantités 2 à 3 fois plus importantes que la notice, ce qui incluait parfois des overdoses de drogue, mais médicamenteuses, et pour se soigner. Pour soigner sa mauvaise santé, où il a vu un malaise devant Evelyne Buggy en conduisant sa voiture, il a failli se tuer avec elle. Si Evelyne Buggy si elle n'avait pas été dans la voiture, elle a dit ils seraient morts tous les deux ce jour-là. Ils se plantaient tous les deux, ils étaient tués sur le coup, car Claude roulait vite. Evelyne Buggy avait réussi à ramener la voiture et à sauver la vie de Claude François, car il allait se tuer ce jour-là, et elle avec. Et elle avait dit à Claude, si t'es malade, tu dois voir un médecin, fais-toi soigner parce que tu peux pas rester dans cet état. La tête était tombée, pratiquement sur le volant, un malaise, il avait perdu le contrôle de sa voiture, l'absence totale, les yeux s'étaient fermés, il était comme sorti de son corps. Son corps, le corps, pas le cœur. Et donc il abusait de médicaments, d'antidouleurs. Mais avec ces antidouleurs, Claude François prenait surtout du Vitascorbol, qui est un boostant cardiovasculaire, qu'il utilisait sur scène tout le temps, absolument tout le temps. Il avait même obligé ses musiciens à prendre du Vitascorbol. Et il piquait des crises parfois de colère si un de ses musiciens ou une Claudette lui désobéissait. Vous devez prendre du Vitascorbol, ça vous aidera à mieux danser, ou à mieux chanter, ou à mieux jouer à la comédie, ou à mieux être batteur, ou à être un meilleur musicien. Claude pensait qu'on était meilleur si on avait des boostants, ce qui n'est pas si vrai. On n'est pas forcément mieux avec un boostant. Mais il était très maniaque, il avait peur de la maladie, peur des problèmes, donc il croyait qu'il allait combattre les maladies avec les médicaments, mais parfois on ne combat pas les maladies avec les médicaments, puisque le meilleur médicament sera toujours le repos, avaient dit les médecins américains à John Hallyday. Reposez-vous, et ils avaient prolongé 10 ans sa vie. Quand Valéry Giscard d'Estaing est au téléphone, les groupes d'enquêteurs reviennent vers lui et lui disent non, la famille la famille François ne désire pas l'autopsie de Claude. Alors là, Valéry Giscard d'Estaing, qui s'était un peu passionné par l'enquête, explique à Anémone qu'il refuse l'autopsie. Anémone fait des signes. Des signes, laisse tomber, c'est bon, laisse tomber. Valéry Giscard d'Estaing annonce quelques minutes plus tard qu'il se désintéresse de l'enquête. Il arrête l'enquête et il dit aux policiers « Terminez l'enquête sans moi et donnez au rapport final la conclusion que vous voulez. » Mais en coulisses, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas aimé le refus d'autopsie de Claude François. Et autour de lui, il parle à quelques politiciens. Un de ces politiciens va arriver devant Jean Wetzel, producteur de télévision, et lui dit « Tu sais, la mauvaise nouvelle, Claude François est mort. »
Une nouvelle qui a touché Jean Wetzel parce qu'il avait produit 2 émissions pour lui. Il avait produit Qui marions-nous à la Tour Eiffel et Les rubans de Ramatuelle, 2 très belles émissions où Claude avait pour lui décidé de venir faire cette émission. Il avait d'ailleurs, Claude, donné un très beau 33 tours, et quand Jean Wetzel m'a invité à manger chez lui, il était vieux, très âgé, il m'a dit « je vais mourir bientôt », il m'avait redonné ce 33 tours en disant « il est pour toi, je te le donne ». Ça m'avait fait plaisir. Mais revenons à l'enquête et la mort de Claude. Valéry Giscard d'Estaing avait confié autour de lui ceci, mot à mot, à un de ses amis politiques qu'on ne connaît pas, mais qui a parlé à Jean Wetzel. Jean Wetzel qui est l'ami de Jacques Chirac et de Bernadette Chirac, ce n'est pas rien. Valéry Giscard d'Estaing sort de l'enquête et explique à un de ses amis politiciens, l'air un peu blanc, Claude François est mort d'une overdose de drogue. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi dit-il ça? Il n'en a pas la preuve absolue. Parce que l'autopsie permettait de prendre une prise de sang. Dans l'enquête de Valéry Giscard d'Estaing, il avait dit aux policiers « Demandez au moins s'ils acceptent que l'on prenne une prise de sang sur le corps de Claude. » Même la prise de sang va être refusée. La différence qu'il y a entre une autopsie et un embaumement, une autopsie, on fait une prise de sang pour évaluer une mort de toxicologie, un embaumement, on évacue le sang dans une salle de bain pour faire disparaître toute l'histoire. Aussi certain que Sylvie Mathurin a voulu aussi faire la même chose, en évacuant tous les médicaments de Claude François avec divers de ses amis, où ils ont caché dans les poches de plein de monde, de plein de personnes amies de Claude François, des tas de médicaments dangereux qu'ils ne voulaient pas que la police trouve. On a, heureusement, grâce à cela, et grâce au fait que Valéry Giscard d'Estaing, l'autopsie a été refusée par sa famille, on sait que Claude est mort en absorbant quelque chose. Mais on ne peut pas dire exactement quelle forme de drogue, et si c'est une drogue qui l'a tué ou un mélange de médicaments qui l'a tué. Et je vous dirais que sans être médecin, j'aurais tendance à penser, et là je donne mon idée personnelle, que c'est un mélange médicamenteux, bien entendu, et pas un seul médicament. Ou un abus d'antidouleur, puisque Claude abusait. Savez-vous que Claude François prenait 12 médicaments par jour? Et parfois, avant de dormir, il en prenait 6 le soir. Ça fait tout de même 18 médicaments par jour. Ça fait un peu beaucoup. Et on peut le prouver par ses ordonnances médicales. Tout ce que je vous dis est prouvable par tous ces médecins. Nous pouvons prouver par tous les médecins de Claude François, en sortant toutes ces ordonnances médicales, qu'il prenait jusqu'à 18 médicaments par jour. Assez pour faire tomber un éléphant du sol. Même si l'éléphant, Claude François, qui était robuste comme un éléphant, a fini par, évidemment, ce jour-là, céder. Mais malgré tout, dans la mort de Claude François, et ainsi s'achève cette émission, vous allez me dire, mais Jean Wetzel, t'as pas été au bout. Oui, je vais au bout. Ainsi, un ami de Valéry Giscard d'Estaing arrive devant Jean Wetzel et lui dit « Claude François est mort d'une overdose de drogue ». Alors Jean Wetzel lui dit c'est pas ce qui est dit. Partout, on parle que Claude s'est électrocuté dans une salle de bain. Et le politicien proche de Valéry Giscard d'Estaing dit non, le président vient de terminer son enquête. Et il explique, l'autopsie a été refusée, la prise de sang a été refusée. Valéry m'a dit, Claude François est mort d'une overdose de drogue. Et d'ailleurs, Jean Wetzel va dire à Jacques Chirac, Claude François est mort d'une overdose de drogue. Médicamenteuse, moi je le précise, parce que ça c'est très important. On ne doit pas confondre la vraie drogue, c'est-à-dire l'héroïne, la cocaïne, avec des drogues qui sont de simples médicaments, mais qui... 12 médicaments par jour, plus 6 de temps en temps, soit 18 tout de même, fait un peu beaucoup, même pour un athlète comme Claude François qui a un cœur solide. Sa mort par overdose de médicaments est beaucoup plus évidente, bien sûr, qu'une électrocution imaginaire d'une applique qui bouge 1000 fois tout seul, dont Claude François aurait eu des doigts carbonisés en 5 secondes. Car le temps d'électrocution est de 5 secondes précisé par Kathleen. On ne peut pas, sur une applique de salle de bain, avoir des doigts carbonisés en 5 secondes. Je peux le prouver avec un ordinateur. Regardez les autres émissions que j'ai faites sur Claude François, et j'ai dédié cette émission à Clo-Clo Junior, que j'aime infiniment, et puis à Jean-Marc, son deuxième fils, à la capitaine des Claudettes,
bonne journée. Ma chère Claudette, bonne journée. Et puis à Prisca, au dernier groupe des Claudettes. Vous savez, la capitaine des Claudettes savait un petit quelque chose sur la mort qu'elle n'a pas dit. Elle a dit quand je suis arrivé sur place, il y a une chose que j'ai trouvée étrange. C'est que dans l'appartement de Claude-François, il y avait une odeur étrange. Et cette odeur pourrait être tout à fait une overdose de drogue, réelle ou médicamenteuse. On sait donc exactement ce qui est arrivé au détail près. Mais quelle histoire extraordinaire! Qu'une applique dont le tribunal avait pris des dispositions définitives. Vous savez que les tribunaux ont le droit de prendre des dispositions définitives sur certaines choses. Cette applique ne devra jamais être remontée sur un mur. Et voilà que la police française remonte sur un mur de l'hôtel particulier appartenant à Claude-François, puisqu'il n'y avait pas eu encore la cession de ses biens, et que tout le monde peut passer devant cette applique. Mais je vous dirais, bien sûr, que cette applique a été remontée sur un mur, parce que je vous dirais cette conclusion, parce que cette applique n'a tué personne, et que la police le savait, qu'elle n'avait tué personne, que la police a emprunté une applique, et comme ils ne sont pas des voleurs, ils ont ramené l'applique qu'ils avaient empruntée, et ils l'ont remontée sur un mur, puisqu'elle n'a tué personne, ce qui explique qu'ils aient désobéi à un ordre définitif du tribunal français. C'était Marc Harriman, La mort de Claude-François dans une clarté absolue, une émission dédiée à un garçon que j'aime profondément, Claude-François Junior. Je l'aime d'amitié, hein. Non, n'allez pas vous imaginer autre chose. C'est un garçon sensible qui a toujours voulu savoir la vraie mort de son papa et qui a toujours voulu avoir tous les éléments, du moins dans la main. Je le rassure, je parle à Claude-François Junior, je te rassure, je ne te dis pas que ton père est un camé. Mais on peut, par les ordonnances médicales, prouver qu'il était en dépendance de médicaments très importante. On peut le prouver, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, le docteur Elbaz l'a dit ce jour-là. J'arrivais à chaque fois à temps à l'appartement de Claude-François pour sauver sa vie. Et cette fois-ci, je suis arrivé trop tard, il est mort. Bon, et la conclusion, c'est évidemment, Claude-François ne s'électrocutait pas tous les jours dans son bain.